Caché tout au bord de ce que nous pouvons observer, dissimulé derrière un mur de galaxies plus proches, se trouve un objet qui n'a tout simplement rien à faire là. Non pas parce qu'il se comporte étrangement, ni parce qu'il menace quoi que ce soit. Il ne devrait pas exister parce que, d'après tout ce que les scientifiques pensaient comprendre de la manière dont l'univers s'est construit, il n'y avait tout simplement pas eu assez de temps pour qu'une chose pareille se forme. Lorsque le télescope spatial James Webb a pour la première fois tourné son miroir vers les tout premiers centaines de millions d'années de l'histoire cosmique, les astronomes s'attendaient à y trouver un commencement. De petits amas de gaz désordonnés, inachevés, encore en train d'apprendre à devenir des galaxies. À la place, ils ont trouvé quelque chose qui semblait déjà terminé. Un trou noir si massif et si absurdement précoce qu'il n'entre dans aucune chronologie admise de l'histoire cosmique. Et plus les chercheurs l'ont mesuré avec précision depuis, plus le problème s'est aggravé, jusqu'à inclure de véritables rebondissements étranges qui n'ont émergé que cette année. Pour comprendre pourquoi cela constitue une véritable crise, plutôt qu'une simple curiosité amusante, il faut d'abord comprendre exactement quelles règles cet objet enfreint. Un trou noir n'est pas censé naître grand. Dans le récit standard de l'histoire cosmique, les tout premiers trous noirs ont commencé sous forme de graines. Lorsque la première génération d'étoiles gigantesques a fini par épuiser son carburant et s'est effondrée sous son propre poids, elle a laissé derrière elle des noyaux denses pesant peut-être quelques centaines de fois la masse de notre Soleil. Petit, à l'échelle cosmique, presque trivial dans le grand ordre des choses. À partir de là, un trou noir n'a qu'une seule manière de grandir. Il se nourrit. Le gaz environnant spirale vers l'intérieur, le frottement chauffe ce gaz jusqu'à des millions de degrés. Et le trou noir accumule lentement, patiemment, de la masse sur des durées inimaginablement longues. Mais il existe une véritable limite de vitesse intégrée à ce processus d'alimentation. Et ce n'est pas une consigne souple. Elle est inscrite directement dans la physique elle-même. Quand le gaz tombe vers un trou noir, il brille avec une telle intensité que la pression exercée vers l'extérieur par son propre rayonnement commence à repousser la bouchée de gaz suivante qui tente de tomber derrière lui. Plus un trou noir essaie de manger vite, plus il finit par repousser violemment sa propre nourriture. Les astronomes appellent en cela la limite d'Eddington. Pendant des décennies, elle a joué le rôle d'un régulateur intégré à un moteur, plafonnant la vitesse à laquelle un trou noir peut raisonnablement prendre de la masse avant d'être étouffé par sa propre lumière. Faites le calcul à partir de là. Commencez avec une graine pesant quelques centaines de soleils, nourrissez-la au rythme le plus rapide que la physique autorise normalement, sans la moindre interruption ni la moindre pause. Atteindre l'échelle des véritables monstres qui siègent aujourd'hui au centre des galaxies devrait exiger des milliards d'années de croissance régulière et ininterrompue. Or, l'univers jeune ne disposait tout simplement pas de milliards d'années à offrir. L'objet qui a d'abord fait voler cette histoire en éclats porte un nom trompeusement banal, presque oubliable. Les astronomes l'appellent UHZ1. Le trouver a nécessité d'emprunter un tour directement fourni par la nature elle-même. Un amas massif de galaxies situé au premier plan, connu sous le nom d'Abel de Neyset 44, parfois surnommé l'amas de Pandore, se trouve justement entre nous et l'univers profond et lointain. Sa gravité est si immense qu'elle courbe physiquement le tissu de l'espace autour de lui, déformant et amplifiant la lumière de tout ce qui a la malchance de se trouver juste derrière. De notre point de vue, l'ensemble de l'amas devient en quelque sorte une lentille accidentelle. Un télescope de la taille d'un amas de galaxies, construit entièrement à partir de gravité, est pointé droit vers l'aube des temps. En regardant à travers cette lentille naturelle, le télescope spatial James Webb a capté une faible tache de lumière infrarouge. Pendant ce temps, l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA, scrutant exactement la même région du ciel pendant plus de 2 semaines d'affilée, a détecté tout autre chose. Une poussée de rayons X, la signature indiscutable d'un gaz surchauffé violemment déchiré alors qu'il spirale vers un trou noir. 2 télescopes totalement différents, 2 types de lumière entièrement distincts, un seul et même objet au centre des 2 observations. Ce signal X était si faible que Chandra n'aurait jamais dû pouvoir le détecter dans des conditions normales. Il n'est devenu visible que parce que la lentille gravitationnelle a amplifié la lumière d'environ 400%. Sans cet alignement cosmique chanceux, cette découverte n'aurait tout simplement jamais eu lieu. Nous n'aurions aucune idée que tout cela existe. Quand les chercheurs ont finalement mesuré la distance en jeu, le chiffre était vertigineux. La lumière de UHZ1 a quitté sa galaxie hôte environ 470 millions d'années après le Big Bang. Et cette lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années, rien que pour nous atteindre.
couvrant au passage une distance d'environ 13,2 milliards d'années-lumière. Nous observons cette galaxie exactement telle qu'elle existait lorsque l'univers n'avait qu'environ 3% de son âge actuel. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie vraiment. Nous ne voyons pas cette galaxie telle qu'elle existe aujourd'hui. Nous n'avons absolument aucune idée de ce à quoi elle ressemble maintenant. Nous regardons une photographie de la petite enfance de l'univers qui a mis 13 milliards d'années à arriver dans notre boîte aux lettres. Puis les chercheurs l'ont pesé, et le nombre qui est revenu était encore plus difficile à expliquer. Les estimations plaçaient la masse du trou noir entre 10 millions et 100 millions de fois la masse de notre Soleil. Pas une graine, pas un simple résidu stellaire. Un trou noir supermassif pleinement développé, déjà en train de se nourrir, déjà énorme. Installé là alors que le reste de l'univers essayait encore de produire ses toutes premières lueurs. Mais ce n'est pas tant sa taille brute qui rend le problème si profond. Le vrai problème, c'est le ratio. Dans l'univers qui nous entoure aujourd'hui, il existe une relation remarquablement régulière entre une galaxie donnée et le trou noir assis en son centre. Si l'on additionne chaque étoile d'une galaxie moderne typique, leur masse combinée dépasse généralement celle du trou noir central d'environ un facteur 1000. Le trou noir ne représente normalement qu'une erreur d'arrondi, quelque chose comme un dixième de 1% du total. Une minuscule graine enfouie profondément dans un fruit immense. À l'intérieur de UHGC1, toute cette relation s'effondre. Le trou noir n'est plus du tout une erreur d'arrondi. Sa masse s'avère être à peu près comparable à celle de toutes les étoiles de sa galaxie haute réunie. C'est comme si la graine avait somehow fini par peser autant que tout le fruit qui l'entoure. C'est précisément ce décalage qui a poussé les astronomes à employer pour des objets comme celui-ci une étiquette brutale, presque inconfortable. Des trous noirs surmassifs. Des trous noirs tout simplement trop gros pour les galaxies censées les contenir. Si UHZ1 était le seul objet de ce genre jamais découvert, toute cette histoire ne serait guère plus qu'une note de bas de page curieuse. Un étrange cas isolé dans un univers déjà étrange. Mais il est loin d'être seul. À mesure que le télescope spatial James Webb a poursuivi son exploration plus profondément dans l'univers jeune, il en a trouvé davantage. Les astronomes ont fini par identifier toute une population de points de lumière faibles, minuscules et profondément rouges disséminés dans le cosmos primordial. Si compacts et si uniformément cramoisis que les chercheurs les ont surnommés les Little Red Dots, les petits points rouges. Décrit formellement dans un article publié en mars 2024 par l'astronome Jorit Mati et ses collègues, ces objets apparaissent en grand nombre à partir d'environ 600 millions d'années après le Big Bang, puis disparaissent en grande partie vers 1,6 milliard d'années après celui-ci, une fenêtre étonnamment étroite à l'échelle cosmique. En 2025, les chercheurs en avaient déjà catalogué plus de 340 répartis dans les images profondes de Webb. Leur spectre présente une forme caractéristique, différente de presque tout ce qu'on avait observé jusque-là dans le ciel. Brillant en ultraviolet, brillant à nouveau dans le visible, mais étrangement faible dans la bande étroite située entre les deux, formant une sorte de V grossier qui a immédiatement attiré l'attention des observateurs. En plus de cette chute inhabituelle, beaucoup d'entre eux montrent de larges raies d'émission, généralement associées à du gaz tourbillonnant rapidement autour d'un trou noir actif, tout en présentant en même temps une émission en rayons X et en radio remarquablement faible, voire totalement absente, exactement le type de signal que les astronomes s'attendraient normalement à voir confirmer la présence d'un véritable trou noir. Cette contradiction, de fortes preuves optiques d'un trou noir accompagné de presque aucun signal X confirmatif, fait partie de ce qui a rendu toute cette population si difficile à classer dès le départ. Quand on examine de près beaucoup de ces petits points rouges, on trouve de solides indices de la présence d'un lourd trou noir en leur centre. Bien plus lourd que ce que leur minuscule galaxie haute devrait raisonnablement pouvoir supporter. Dans les cas individuels les plus extrêmes, les chiffres cessent de ressembler à des mesures prudentes pour commencer à ressembler à des fautes de frappe. Au lieu qu'un trou noir ne représente qu'un maigre dixième de 1% de la masse totale de sa galaxie, certains cas montrent 10%, 20%, parfois jusqu'à 30% de toute la masse galactique concentrée dans ce seul objet central. Dans quelques-uns des exemples les plus étranges jamais enregistrés, le trou noir central semble même dépasser en masse l'ensemble des étoiles de sa galaxie réunies. Un autre objet souligne ce point avec une force particulière. Un quasar brillant catalogué sous le nom de G0313 1806
dont la lumière nous parvient depuis environ 670 millions d'années après le Big Bang, est alimentée par un trou noir dépassant 1,6 milliard de masses solaires. Plus d'1 milliard de soleils de masse, entièrement assemblés dans un univers qui avait à peine commencé. À ce stade, la vraie question a cessé d'être de savoir comment un seul trou noir avait réussi à croître trop vite. La vraie question est devenue comment toute une génération entière d'entre eux a-t-elle réussi le même exploit au même moment? Il existe plusieurs explications possibles à tout cela, et chacune d'elles réécrirait une partie du récit accepté sur la façon dont l'univers primitif s'est réellement construit. Pendant des années, l'explication dominante a été que ces trous noirs n'avaient jamais commencé comme de petites graines. Au lieu d'attendre patiemment qu'une étoile massive naisse, vive sa vie et finisse par mourir, un immense nuage de gaz primordial brut aurait pu s'effondrer directement en trou noir lors d'un seul événement catastrophique. Aucune étape stellaire intermédiaire requise, aucun long délai d'attente. Non pas une modeste graine de quelques centaines de soleils, mais une graine lourde pesant entre 10 000 et 100 000 soleils. Une deuxième possibilité veut que la limite de vitesse elle-même ne soit pas aussi stricte que les physiciens l'ont longtemps supposé. Au cœur dense, chaotique et saturé de gaz des toutes premières galaxies, un trou noir pourrait parfois se nourrir bien plus vite que ce que le taux standard d'Eddington autorise en théorie, se gorgeant lors de brèves poussées violentes qui submergent temporairement la pression radiative dirigée vers l'extérieur et lui permettant de devancer brièvement l'horloge cosmique. Une étude théorique publiée en 2026 par des chercheurs de l'Université de Nankin et de l'Université du Massachusetts a précisément développé ce type de modèle, réexaminant les Little Red Dots en raison de leur absence inhabituelle d'émissions X, radio et infrarouges, ainsi que de leurs spectres étranges en forme de V, et décrivant de rares épisodes d'alimentation extrêmement violents capables de pousser les taux de croissance bien au-delà des limites théoriques habituelles. Ce même modèle prédisait autre chose qui mérite l'attention. Les Little Red Dots déjà observés par Webb ne représenteraient en que la partie visible d'une population bien plus vaste de trous noirs plus faibles, actuellement dans la même phase de croissance violente. Toujours dissimulés sous les seuils de détection actuels de Webb, certains étant destinés à être absorbés plus tard par de plus grandes galaxies, galaxies Dama, d'autres à évoluer en isolation vers des galaxies naines compactes ou des objets denses ressemblant à des amas globulaires. Ce même problème de surmasse a également commencé à apparaître là où personne ne l'attendait vraiment. En mars 2026, une autre équipe a déplacé cette question des trous noirs surmassifs dans un tout nouveau contexte, en identifiant des trous noirs semblablement surdimensionnés au sein de petites galaxies naines, et non plus seulement parmi les Little Red Dots compacts déjà signalés par Webb. Ces trous noirs de galaxies naines présentaient la même absence révélatrice de détection en rayons X observée ailleurs dans cette population, conduisant les chercheurs à suggérer que l'absence de rayons X signifie probablement que le processus d'accrétion est soit fortement obscurci par le gaz environnant, soit intrinsèquement faible en rayons X pour des raisons encore mal comprises. Le fait de retrouver le même schéma de base, un trou noir surdimensionné couplé à un signal X étrangement atténué, dans une classe de galaxies complètement différente, suggère que le mécanisme qui masque ces objets et empêche leur détection facile pourrait être bien plus répandu dans l'univers primordial que ne le laisserait penser la seule population des Little Red Dots. Mais il existe une troisième possibilité, et c'est celle qui a véritablement fait passer cette histoire d'une découverte apparemment stabilisée à un débat scientifique actif en temps réel cette année. Les astronomes ne voient donc pas directement ces trous noirs, pas même de loin. Toutes les estimations de masse sont déduites indirectement à partir de la lumière émise par le gaz tournoyant autour du trou noir et de la vitesse apparente de ce gaz environnante. Chacune de ces mesures dépend d'une chaîne d'hypothèses sous-jacentes. Et chacune de ces hypothèses doit survivre à un voyage ininterrompu de 13 milliards d'années avant d'atteindre nos télescopes. Au cours de l'année écoulée, plusieurs équipes de recherche ont commencé à remettre sérieusement en question la fiabilité même de ces mesures à une distance aussi extrême. Ce scepticisme a atteint un véritable tournant en juin 2026, même si ses fondations avaient déjà été posées plus tôt dans l'année. Dès janvier, des astronomes du Center for Astrophysics, Harvard et Smithsonian ont présenté, lors d'une grande conférence d'astronomie à Phoenix, des résultats suggérant qu'au moins certains Little Red Dots pourraient, en réalité, être
d'énormes étoiles extrêmement brèves, plutôt que des trous noirs enveloppés de gaz. En substance, un instantané directement observable de l'étape exacte où l'effondrement d'une étoile massive donne naissance à une graine de trou noir. Cette idée offrait une manière réellement différente de résoudre le même problème de fond. Non pas en réduisant la masse mesurée, mais en se demandant si ces objets étaient même déjà, à proprement parler, de vrais trous noirs. Puis, en juin, une équipe dirigée par l'astronome Vassily Kokorev de l'Université du Texas à Austin a publié le spectre le plus détaillé jamais obtenu d'un seul Little Red Dot, un objet amplifié par lentille gravitationnelle et catalogué sous le nom de Glimpse Césium 43, observé tel qu'il existait environ 1,8 milliard d'années après le Big Bang. Ce spectre contenait plus de 40 raies spectrales distinctes, et chacune d'elles pointait vers une conclusion proche, mais distincte, de la proposition de Janvier. Au lieu d'être de simples trous noirs supermassifs clairement visibles ou de simples étoiles transitoires, ces objets sembleraient être de jeunes trous noirs supermassifs enveloppés dans des cocons extrêmement denses de gaz ionisé. À l'intérieur de ces épais cocons, un processus appelé diffusion électronique, plutôt que le simple fait que le gaz orbite à vitesse extrême, élargirait leur signature lumineuse de manière spectaculaire. Une fois cet effet correctement pris en compte, les masses réelles des trous noirs déduites des données chutaient d'environ 2 ordres de grandeur complets par rapport aux estimations antérieures, pour se situer plutôt quelque part entre 100 000 et 10 millions de masses solaires, au lieu des valeurs beaucoup plus élevées annoncées initialement. Les chercheurs ont commencé à appeler cela le modèle de l'étoile à trou noir. Et une étude compagnon publiée le même mois dans la revue Nature est parvenue à une conclusion remarquablement similaire à partir d'un échantillon distinct de Little Red Dots, les décrivant comme de jeunes trous noirs supermassifs dissimulés dans un gaz ionisé dense qui trompait silencieusement les techniques de mesure antérieures depuis le début. Ce résultat est réellement important parce que, pendant environ 4 ans, de nombreux astronomes avaient ouvertement craint que les Little Red Dots ne révèlent une fissure fondamentale au cœur même de la cosmologie moderne. Ces nouvelles épreuves spectrales suggèrent en que, pour au moins une fraction significative de cette population, l'univers n'était pas réellement cassé, de la manière dont il semblait l'être au premier abord. Ce sont simplement nos instruments de mesure qui étaient dupés par un déguisement physique inhabituel que personne n'avait pris en compte auparavant. Des nuages denses de gaz imitant l'apparence de trous noirs impossiblement lourds. C'est ici toutefois que les choses deviennent vraiment compliquées et que l'histoire refuse de se refermer en une conclusion nette et satisfaisante. UHZ1 lui-même n'a jamais réellement fait partie des Little Red Dots réanalysés spectroscopiquement de cette façon. Son estimation de masse reposait sur une technique de mesure fondamentalement différente, construite directement à partir de la détection indépendante en rayons X réalisée par Chandra, et non sur la même spectroscopie de raies élargies qui sous-tend le modèle plus récent de l'étoile à trou noir. Cela signifie que la réanalyse de juin 2026, qui semble résoudre de nombreux cas de Little Red Dots, ne résout pas automatiquement, d'un seul coup, le propre problème de masse extrême de UHZ1. Sa signature X continue d'indiquer un trou noir en accrétion active possédant une masse réelle, et sa présence aux côtés de sa minuscule galaxie, haute à un moment aussi précoce de l'histoire cosmique, demeure une énigme authentique, même après les percées de cette année. Autrement dit, une partie de la crise initiale des trous noirs surmassifs est peut-être discrètement en train de se résoudre à mesure que de meilleures données arrivent, tandis qu'une autre partie, y compris l'objet même qui a déclenché toute cette conversation, demeure largement inexpliqué. Ainsi, le domaine se trouve aujourd'hui divisé à peu près en 3 camps. Certains objets représenteraient vraisemblablement des trous noirs nés anormalement lourds dès le départ, par effondrement direct. D'autres représenteraient probablement des trous noirs ayant brièvement franchi leurs limites théoriques de vitesse pendant de rares épisodes d'alimentation violente. Et d'autres encore, possiblement une part significative de la population initiale des Little Red Dots, n'auraient jamais été aussi impossiblement massifs qu'ils en avaient l'air, une fois que les astronomes ont correctement pris en compte les nuages denses de gaz qui les masquaient. Démêler exactement quelle explication s'applique à quel objet précis reste l'une des questions les plus activement débattues en cosmologie observationnelle à l'approche de la seconde moitié de cette décennie. Et c'est précisément cette incertitude qui empêche une découverte comme UHZ1 de devenir un simple nom de plus sur une liste de records cosmiques. Car si des objets comme lui sont bel et bien aussi massifs que les preuves actuelles en rayons X le suggèrent,
Alors l'ordre fondamental de la création cosmique pourrait réellement s'inverser par rapport à tout ce que les astronomes avaient d'abord supposé. L'image standard voulait toujours que les galaxies se forment d'abord, rassemblant lentement du gaz et des étoiles, tandis qu'un trou noir grandit peu à peu en leur sein, presque comme quelque chose élevé patiemment par un parent. Mais un trou noir, véritablement surmassif, laisse entrevoir l'agencement exactement inverse. Le trou noir serait venu en premier, et la galaxie environnante se serait assemblée ensuite autour de cette obscurité centrale. La graine, en un sens très réel, ferait pousser le fruit autour d'elle plutôt que l'inverse. Il y a 13 milliards d'années, dans un univers qui avait à peine appris à produire sa première lumière, quelque chose tapi dans l'obscurité était apparemment déjà énorme. Nous n'avons aperçu son ombre que par pur hasard, courbé et amplifié par la gravité d'un amas de galaxies totalement sans rapport, au seuil absolu de ce que nos instruments actuels peuvent détecter. Et même aujourd'hui, avec des spectres plus nets, des modèles théoriques concurrents, et une correction réellement importante apportée à une partie de cette histoire, cette année même, les astronomes ne peuvent toujours pas expliquer pleinement comment quelque chose comme UHZ1 a pu se retrouver là, si tôt et si lourd dès le départ. Le télescope spatial James Webb avait été construit pour enfin nous montrer le véritable commencement de tout. À la place, il est peut-être en train de démontrer discrètement que nous n'avions jamais réellement compris ce commencement aussi bien que nous le pensions. Il vaut la peine de s'arrêter un instant sur la rapidité avec laquelle tout ce domaine a été forcé de se corriger en temps réel, car ce rythme est inhabituel, même selon les standards de l'astrophysique moderne. Les Little Red Dots ont été remarqués pour la première fois dans les toutes premières images de Webb, durant l'été 2022. À peine visibles, de petites taches auxquelles personne n'avait encore donné de nom. En l'espace de 2 ans, ils étaient devenus l'une des populations les plus débattues de tout le ciel. Certains chercheurs y voyaient la preuve d'une cosmologie défaillante, d'autres soutenaient qu'il ne s'agissait que de physique parfaitement ordinaire, revêtue d'un déguisement inhabituel. En janvier 2026, des équipes du Center for Astrophysics présentèrent des indices selon lesquels au moins certains de ces objets pourraient en fait être d'énormes étoiles de courte durée plutôt que des trous noirs, en substance des instantanés fossilisés du processus exact qui donne naissance aux premières graines de trous noirs. Quelques mois plus tard à peine, l'analyse spectrale de juin 2026 faisait repencher l'interprétation dominante vers les trous noirs, simplement plus petits et mieux dissimulés qu'on ne l'avait d'abord supposé. Ce genre de revirement brutal, 3 ou 4 explications concurrentes qui montent et s'effondrent sur une période de seulement 4 ans, correspond exactement à ce à quoi ressemble la vraie science lorsqu'elle entre sur un territoire véritablement nouveau, sans manuel préexistant pour la guider. La suite dépendra en grande partie de davantage de temps de télescope et de davantage d'accidents gravitationnels, exactement comme celui qui a révélé UHZ1 au départ. D'autres amas-lentilles sont déjà examinées par Webb, précisément dans l'espoir de trouver davantage de ces trous noirs précoces extrêmes en surpoids, et de futurs instruments conçus pour détecter des sources X plus faibles pourraient enfin trancher la question. Des objets comme UHZ1 représentent-ils un cas limite rare et extrême, ou bien toute une population cachée qui attend encore d'être mise au jour? En attendant que ces preuves arrivent, la réponse honnête est que personne n'en sait encore pleinement rien. Nous ignorons si l'univers a discrètement enfreint l'une de ses propres règles une seule fois, tout près du commencement, ou s'il agit ainsi depuis le début dans des endroits que nous n'avons tout simplement pas encore observés d'assez près.